Individus, vivant dans une même société, nous avons tous des droits et des devoirs définis par la loi. La loi, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble sans que ce soit toujours les plus forts qui dominent les plus faibles. Elle distingue 3 types d'infractions, les contraventions, les délits et les crimes. Parmi les actes que la loi qualifie de crimes figurent par exemple le vol à main armée, le vol violent ayant entraîné la mort, le viol, l'empoisonnement prémédité, le meurtre avec circonstances aggravantes ou encore l'assassinat. Ce sont ces crimes que les jurés sont chargés de juger à l'aide des informations qu'ils auront réunies lors du procès, se déroulant dans l'unique cour d'assises de chaque département. Mesdames et messieurs les jurés, veuillez vous lever. La cour va maintenant recevoir votre serment. L'expérience commence à l'ouverture du courrier. J'ai reçu une première lettre de ma mairie me disant que j'avais été tirée au sort auprès de ma commune pour éventuellement ensuite être jurée d'assises. Les conditions pour être juré sont relativement simples. Ça doit concerner des personnes de nationalité française qui sont majeures. Les 35 jurés ont été convoqués, et 10 titulaires et 10 jurés suppléants ont été convoqués pour venir à l'audience. À la suite de cela, il y a une révision de la liste des jurés qui est opérée le premier jour de la session d'assises. Et là, les personnes qui demandent à être dispensées peuvent le faire. Il m'était dit que j'étais obligée d'accepter, à part des conditions particulières dues à des raisons de santé ou éventuellement professionnelles. Le président et les 2 assesseurs décident si les demandes de dispense sont ou non valables. La présidente est rentrée, nous a expliqué brièvement comment ça allait se passer et on est passé directement au tirage au sort. On appelle les jurés, chacun par leur nom, chacun répond présent. À chaque fois qu'on appelle un juré qui répond présent, on met son nom qui est sur une petite tablette dans l'urne. Une fois que tous les jurés ont été appelés, le président procède au tirage au sort et les jurés s'installent autour de la cour dans l'ordre désigné par le sort. Il y a des personnes effectivement qui ont été récusées, donc elles ont été appelées puis récusées, donc elles sont reparties s'asseoir, puis après elles sont rentrées chez elles. Moi personnellement j'ai été tiré au sort dès le départ et je suis rentré dans le vif du sujet directement. Souvent, et de plus en plus, et notamment dans les affaires les plus importantes, il y a des jurés supplémentaires qui sont tirés au sort au cas où un juré deviendrait, pour des raisons de maladie ou d'accident, ne pourrait pas siéger l'intégralité de l'affaire. Nous allons à présent procéder au tirage au sort du jury de jugement. Je vais tirer au sort le nom des 9 jurés chargés de vous juger et les 2 jurés supplémentaires. Monsieur l'avocat général, avez-vous des observations à formuler en ce qui concerne le nombre de jurés supplémentaires ? Je suggère à la Cour le tirage au sort de 2 jurés supplémentaires compte tenu de la durée normalement prévue de 3 jours pour l'audience. Il nous faut 6 jurés en première instance et 9 jurés en appel. Une fois que le tirage au sort a été effectué, le président demande aux jurés de se lever. Il leur lit le texte de la prestation de serment et leur fait prêter serment. Pour être juré, il faut avoir plus de 23 ans, être inscrit sur les listes électorales et savoir lire et écrire. Les jurés convoqués peuvent être dispensés pour des raisons graves. S'ils ne se présentent pas, ils risquent une amende de 3 750 €. Le nombre de jurés titulaires tirés au sort est de 6 en première instance et de 9 en appel. Les suppléants prêtent aussi serment et assistent au débat, mais ne participent pas au délibéré. Leur présence se justifie par le fait qu'ils peuvent être amenés à remplacer un juré défaillant, par exemple à cause d'une maladie. Ils se tiennent à la disposition de la Cour jusqu'à l'annonce de la décision. Les jurés peuvent être récusés par la défense et par le ministère public. La récusation peut intervenir lorsque l'on estime que le juré est susceptible d'être trop sensible à certains aspects du procès en raison de son sexe, sa profession, son âge ou le lieu où il vit. Le rôle et les missions du juré sont d'examiner et d'analyser les faits reprochés à l'accusé en apportant son expérience de vie. Il doit pouvoir comprendre la personnalité de l'accusé, car pour pouvoir juger, il faut comprendre une personne. Donc, vous devez être attentif, vous devez être impartiaux. Ça veut dire qu'il faut que, tout au cours des débats, vous ne laissiez transparaître à aucun moment le sentiment que vous avez déjà pris parti dans un sens ou dans un autre. Avant le procès, lorsqu'une information judiciaire est ouverte, un juge d'instruction est désigné. Il rassemble et examine les preuves de l'infraction. Il prend toutes les mesures utiles à la manifestation de la vérité et instruit à charge et à décharge.
Il procède à l'audition des témoins, aux interrogatoires des personnes mises en examen et aux confrontations. Il peut procéder à des perquisitions, des mises sous scellé d'objets ou de documents. Lorsqu'il estime que l'enquête est terminée, il informe les parties du procès qui peuvent formuler des observations. En cas de crime, lorsque les charges sont suffisantes, le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. L'accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été définitivement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Lors du procès, de nombreux acteurs de la justice interviennent, permettant ainsi aux jurés de se fonder une intime conviction. Le premier d'entre eux est le président de la cour d'assises. Il dirige les débats, interroge l'accusé, fixe l'ordre d'audition des témoins et des experts, décide des interruptions d'audience. Il veille à ce que les débats se déroulent dans la dignité, l'ordre et la sécurité. Mon rôle, c'est à la fois de les mettre à l'aise, de les laisser parler, de répondre à leurs questions et d'essayer d'expliciter tout ce qui n'est pas clair pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas, j'allais dire, bloqués, qu'ils ne soient pas tétanisés au point de ne pas pouvoir effectivement aller jusqu'au bout. Donc la présidente de ce juré, je dirais, était vraiment une personne très intéressante, très agréable, qui s'est mise tout de suite à disposition de l'ensemble des personnes, qui exprimait les choses de façon très très claire. Et j'étais impressionnée de voir le travail que devait fournir cette personne, à savoir devoir effectivement enregistrer autant d'informations et être capable de nous les ressortir en allant à l'essentiel, mais en répondant toujours à nos questions si jamais on avait une question plus précise. Donc vraiment une personne qui nous a beaucoup aidés, qui nous a guidés, qui nous a pas, je dirais, fait changer dans nos convictions, mais qui nous a aidés dans nos choix et qui nous a permis, je pense, de prendre des décisions de façon plus facile. Le président est accompagné de 2 assesseurs qui l'assistent dans ses fonctions. Ce sont des magistrats professionnels. Les assesseurs, comme les jurés, ne jugent que sur l'oralité des débats. Les victimes directes ou indirectes peuvent demander à prendre part au procès. Elles se constituent alors partie civile. Elles demandent à ce titre réparation de leur préjudice. L'accusé comparaît libre à l'audience. Toutefois, s'il est en détention provisoire, un service d'ordre le surveille. Ces 2 parties sont représentées par des avocats qui défendent les intérêts de leurs clients, qu'ils soient de la défense, représentant l'accusé, ou partie civile, représentant de la ou des victimes. Asseyez-vous. Alors, bon, cet après-midi, ça va être dur. Face aux jurés, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Et les jurés sont beaucoup plus sensibles à l'émotion que les magistrats professionnels. Il va falloir parler. Les jurés ne vous connaissent pas. De ce qu'a dit votre famille, ils ne vous connaissent pas plus. Donc vous, il faut que vous arriviez à parler de vous. Donc il faut qu'ils vous apprennent à vous connaître, les jurés. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je les sens un peu froids. Mais c'est pas qu'ils sont froids, c'est qu'ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils ressentent. Ils sont obligés d'être le plus impassibles possible. Vous vous rendez compte, s'ils commencent à montrer ce qu'ils ressentent, on saura ce qu'ils vont juger. Ils ne peuvent pas. L'accusation est soutenue par le ministère public qui est représenté au procès par l'avocat général. C'est l'avocat général qui, pendant les débats, tentera de démontrer la culpabilité de l'accusé. C'est un magistrat professionnel. C'est le procureur de la République qui prend ce nom aux assises. Il défend les intérêts de la société au nom de l'État et demande à la Cour d'appliquer la peine qu'il estime la plus appropriée. L'avocat général intervient dès le début de l'enquête criminelle, va suivre la procédure pendant tout le cours de l'instruction et fera ce qu'on appelle un réquisitoire définitif. Le greffier, quant à lui, est chargé d'authentifier et de mettre en forme les actes judiciaires. Il rédige le procès-verbal d'audience sous le contrôle du président. Alors, le greffier est un technicien de la procédure qui assiste le magistrat dans la constitution d'un dossier d'assises et dans l'authentification de tous les actes qui vont être délivrés. Au cours du procès, il est le garant de la régularité de la procédure. Il établit le procès-verbal des débats, puisque la cour d'assises est une procédure orale. Il établit les arrêts pénals, civils, et il signe toutes ces pièces en compagnie du président. L'huissier audiencier est chargé d'assurer le service intérieur des tribunaux au cours des audiences. À la demande du président, c'est lui qui présente les pièces à conviction et introduit les experts et témoins dans la salle d'audience. Les experts sont des spécialistes, médecins, psychiatres, officiers de la police judiciaire, etc.
Ils viennent déposer sous serment devant la cour d'assises. Les témoins sont des personnes convoquées pour dire sous serment ce qu'elles ont vu, entendu ou connu. Les témoins déposent aussi bien sur des faits que sur la personnalité de l'accusé. Ils n'assistent pas au débat avant d'avoir déposé à la barre. Ils sont consignés dans une salle avec interdiction de parler de l'affaire. Dès lors que les noms des jurés sont définitivement arrêtés, après d'éventuelles récusations, le président déclare la session d'assises ouverte et lit le serment aux jurés selon l'article 304 du Code de procédure pénale. Session durant laquelle les jurés doivent promettre d'examiner scrupuleusement les charges portées contre X et de rendre un jugement sans parti pris, issu de leur intime conviction, forgée durant le procès. L'audience criminelle est ouverte, veuillez vous asseoir. Le président a la plupart du temps préparé un canevas selon lequel il va, point par point, poser des questions, évoquer un certain nombre de documents qui figurent dans la procédure pour rappeler et faire découvrir à la fois à ses assesseurs, qui ne connaissent la plupart du temps pas le dossier, et aux jurés l'intégralité des faits qui sont reprochés à l'accusé. Leur rôle pendant ces débats, c'est comme une éponge d'absorber tout ce qui va être dit par toutes les personnes participantes, parce que c'est à partir de ces matières absorbées qu'au cours du délibéré, on va retravailler, on va les exposer, les rappeler tous ensemble, réfléchir à partir d'elles, et c'est ça qui va nous permettre de prendre une décision en intime conviction, comme la loi le prévoit. À partir de là, vont intervenir pour la personnalité les experts, psychiatres, psychologues, etc., les témoins de moralité, toute personne qui peut témoigner de la personnalité, notamment de l'accusé. L'étape des témoignages est toujours quelque chose d'assez important parce qu'on essaye de bien comprendre les interprétations qui sont faites par des experts. Et puis, il y a aussi le moment où certaines personnes qui font partie de la famille viennent témoigner. C'est aussi des moments forts. Une fois que l'ensemble des éléments ont été évoqués devant l'intégralité de la Cour, à ce moment-là, le président va clore les débats. Lorsque les débats sont clos, c'est en premier la partie civile, l'avocat de la partie civile qui va plaider, puis ensuite l'avocat général prendra ses réquisitions, et enfin les avocats de la défense qui plaideront pour leurs clients. À la fin de ma plaidoirie, j'ai plaidé en indiquant aux jurés la bonne justice, c'est une justice juste. Je ne vous demande pas la clémence, mais je vous demande de ne pas vous baser uniquement sur l'émotion. Une bonne peine, c'est une peine juste. À l'issue, le président indiquera que l'affaire est en état d'être jugée et ensuite la Cour partira délibérer. Il y a un point qui est, en ce qui me concerne, qui est sûr, c'est que je suis incapable de, quand ils partent délibérer, de dire quelle peine va être prononcée. Les débats sont publics, sauf si la Cour siège à huis clos ou juge un mineur. Les débats sont continus, ils sont oraux et contradictoires. Il appartient au président de la Cour d'assises de faire à l'ouverture des débats une présentation synthétique des éléments à charge et à décharge, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi. Les jurés doivent être très attentifs à cette présentation, car elle leur permet d'avoir une première connaissance de l'affaire. Elle retrace les circonstances, relate les faits et énonce les charges qui pèsent contre l'accusé. Ces charges ne lient en aucune façon la cour d'assises. Le président choisit l'ordre dans lequel il entendra l'accusé, la victime, les témoins et les experts. Le délibéré est une discussion collective entre magistrats et jurés. Ils débattent et échangent de leur point de vue, puis votent. Alors le juré doit participer, comme les magistrats professionnels, à la décision, puisqu'ils ont un droit de vote qui est identique à celui des magistrats professionnels. Donc au moment du délibéré, donc, nous passons de la salle d'audience à cette salle-là. La présidente s'installe en bout de table et après les deux assesseurs se sont en général mélangés aux autres jurés. Elle nous rappelle brièvement les faits, elle nous rappelle quelles sont les questions qui vont nous être posées. La première étape dans le délibéré, c'est de définir si l'accusé ou les accusés sont coupables ou non coupables.
Donc on commence toute la première partie, on ne réfléchit qu'à ça. Pour décider de la culpabilité ou de la non-culpabilité, les jurés doivent se baser sur leur intime conviction. Article 353, Code de procédure pénale. Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? En première instance, une majorité de 6 est nécessaire pour être reconnu coupable, 8 en appel. Le vote a lieu à bulletin secret. Quand on prend la parole, je pense que l'intime conviction, on l'a, mais bon, je dirais qu'elle reste toujours liée à quelques interrogations. On ne peut pas sortir de l'audience avec quelque chose d'hyper carré. Donc le fait de pouvoir échanger va permettre à certains de reposer des questions ou de préciser comment il avait vécu certains points. Donc au moment du vote, après, il y a une urne qui passe et on a un petit papier qui est fait exprès pour ça, évidemment, et on va écrire oui ou non. Oui pour coupable, non pour non coupable. Il y a une seule chose qui est sûre, et dont je suis absolument persuadé, c'est que le délibéré ne m'appartient pas. Si parmi les 12, il y en a 10 qui ne pensent pas comme moi, mais si ces 10 ont réfléchi, autant que moi j'ai réfléchi, et qu'ils ont fait une analyse cohérente, eh ben, c'est leur décision, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'accepte. Une fois qu'on a décidé en commun que l'accusé éventuellement était coupable, c'est là qu'on passe, et seulement là, à la deuxième étape, qui est de définir la peine qu'on va affliger aux condamnés, pour le coup. Si eux, ils pourraient prendre la justice eux-mêmes, ils le feraient eux-mêmes. Moi, je leur explique, on n'est pas là pour exercer la loi du talion. Donc, si vous voulez, c'est bien sûr qu'il faut prendre l'intérêt de la victime. Bien sûr qu'il faut pouvoir dire à la victime, oui, vous êtes une victime. Oui, ce qui vous a fait est grave. Oui, ce qui vous a fait est insupportable. Mais c'est à nous, juges, et les jurés à ce titre sont des juges, qui allons déterminer, par rapport à un certain nombre de paramètres, quelle est la peine la plus juste pour les faits qui ont été commis. Pour chaque type de crime, il existe une peine maximale prévue par le Code pénal. Par exemple, l'assassinat est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, l'empoisonnement de 30 ans de réclusion criminelle. Le vol à main armée est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Le viol, tout comme les violences, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sont punis de 15 ans de réclusion criminelle. La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de 10 ans au moins. Certaines circonstances aggravantes peuvent entraîner une peine plus élevée. Par exemple, lorsque la victime est un mineur de moins de 15 ans ou lorsqu'il est fait usage d'une arme. Ainsi, le viol commis sur mineur de moins de 15 ans est puni de 20 ans de réclusion criminelle au lieu de 15. On procède au vote tant qu'une majorité ne se dégage pas concernant la durée d'une peine. Pour la peine maximale, il faut une majorité de 6 voix en première instance et de 8 voix en appel. Une fois que la condamnation ou l'acquittement est décidé, les bulletins de vote sont détruits. Après le délibéré, l'audience reprend publiquement. Et on sait, en tout cas après, qu'on ne peut pas ressortir de ce moment de délibéré où on va tous confronter nos idées, nos vécus, nos ressentis, avec tout à fait le même positionnement que lorsqu'on est rentré dans cette salle. C'est assez fort ce qui se passe dans cette salle des délibérés. Quand ils reviennent porteurs du délibéré, on sent une grande tension dans la salle. Et on les sent, eux, tendus. Ils sont mal. Nous, on regarde les jurés en entrant, souvent ils ne nous regardent pas. En étant avocat de l'accusé, quand ils rentrent, on sait déjà si on a vraiment un mauvais résultat. S'ils baissent les yeux, s'ils ne nous regardent pas. Le président donne connaissance de la décision de la cour d'assises. Garde, veuillez faire sortir le condamné. L'audience criminelle est levée. Si l'accusé est acquitté, le procureur général peut faire appel. S'il est acquitté en appel, il est définitivement acquitté. En cas de condamnation,
le président informe l'accusé de son droit de faire appel dans les délais. Il s'agit d'un appel devant une autre cour d'assises. Il peut aussi former un pourvoi devant la Cour de cassation contre une décision rendue en appel. Les dommages et intérêts sont décidés lors d'une autre audience. Il s'agit d'une audience civile à laquelle ne participent pas les jurés. Depuis le 1er janvier 2012, les décisions de cour d'assises doivent être motivées. C'est le président qui explique par écrit les raisons qui ont abouti à la décision. Si l'accusé est condamné, il devra exécuter sa peine. Dépendant du ministère public, le service de l'exécution des peines est chargé de mettre en œuvre les décisions prononcées avec la collaboration du juge de l'application des peines, des services pénitentiaires et du Trésor public. L'exécution des peines doit se faire dans le respect des intérêts de la société et des droits de la victime, mais aussi de ceux du condamné en vue de sa réinsertion. Les peines doivent être individualisées et permettre le retour à la société dans les meilleures conditions. Éviter une remise en liberté sans accompagnement judiciaire permet de limiter la récidive. Pour être exécutée, la décision ne doit pas être frappée d'appel et doit être en conséquence exécutoire. Pour vous remercier pour votre participation à la justice, je suppose que vous ne nous regarderez plus maintenant avec le même œil qu'avant, que vous comprendrez ce qu'on fait, que c'est pas si simple. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre effectivement. Bon, ça fait partie de nos devoirs de citoyens, mais je pense que c'est intéressant parce qu'après, on en retire quelque chose au niveau du fonctionnement de la justice. C'est un grand enrichissement pour nous d'avoir ces personnes qui peuvent nous renvoyer des choses positives, le plus souvent, mais parfois aussi nous interroger, nous interpeller sur ce à quoi on devrait peut-être être plus attentif dans, par exemple, la direction des débats. Et puis je suis, en fin de compte, ravie de l'avoir faite, même si je reste impressionnée par les affaires que j'ai vécues. Et puis on ne peut pas oublier, je dirais, à la fois les victimes et puis les personnes qui ont été condamnées. C'est quelque chose qu'on n'oublie pas.